Salut les fêlés! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fêlés, votre blessure vaut de l'or, le podcast où les coups durs deviennent des tremplins. Je suis Flavie Carrette et ensemble nous allons plonger, sans filtre, dans l'histoire d'un sportif de haut niveau qui, malgré des blessures marquantes, a su se réinventer et se dépasser. Ici, on explore l'humain derrière l'athlète, ses doutes, ses vulnérabilités et aussi ses victoires. On va découvrir comment cette épreuve a changé sa trajectoire et l'a aidé à aller encore plus loin. Préparez-vous à être inspiré par ce récit puissant. C'est parti! Alors aujourd'hui, je suis avec Melissa Plaza, qui est une ancienne joueuse de foot et internationale française. Depuis doctoresse en psychologie sociale, elle est devenue essayiste, conférencière et slameuse. Merci Flavie, merci de m'accueillir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur de qui tu es Alors je m'appelle en effet Melissa Plaza, je suis une ancienne joueuse professionnelle de football internationale française. J'ai en effet un doctorat en psychologie sociale et aujourd'hui je suis une artiste slameuse engagée. Ok. Et bon, alors avant de détailler ça, c'est sûr qu'on va en parler pour la suite. On va démarrer dans le vif du sujet par rapport à ta blessure. Globalement, les circonstances de ta blessure, c'était quoi? Alors j'ai envie de te dire d'abord laquelle, parce que j'ai eu quand même beaucoup de blessures, mais j'ai eu surtout beaucoup de graves blessures. Mais je crois que le plus important pour moi aujourd'hui, c'est peut-être de parler de la première, parce que finalement, c'est celle qui a ancré toute la suite. Et donc quelque part, c'est celle qui a bouleversé un peu le reste de ma carrière, et c'est celle qui aujourd'hui pour moi marque un vrai tournant dans la suite de ma vie au global en fait. Donc cette première blessure, c'était en 2011, c'était début mai 2011. À cette époque-là, je suis en master. Je suis au lendemain d'une qualification en Coupe de France. Si mes souvenirs sont bons, on avait gagné contre Juvisy. Je jouais à Montpellier à l'époque. On s'était qualifié pour la finale, je crois que c'est ça. Et j'étais à la veille de mes partiels. Donc j'étais en études en master et le lendemain, je devais passer mes partiels de fin d'année. Et ben effectivement, ça faisait quelques semaines que je dormais pas très bien. Et dans la journée, j'ai demandé à ma coach d'être exemptée d'entraînement, ce qui ne m'arrivait absolument jamais parce que j'étais de ces joueuses qui étaient toujours à 200 voire 300%, donc je savais jamais quand m'arrêter. Mais il se trouve que là, en tout cas dans ma tête, il y avait un petit warning. Et voilà, donc je dis à Sarah, à l'époque, Sarah Mbarek qui me coachait à Montpellier, je lui dis écoute Sarah, je suis fatiguée, je suis en partiel demain, est-ce que je suis obligée de venir à l'entraînement ce soir quoi. Et elle m'a répondu oui, et ne t'inquiète pas Mel, c'est léger ce soir, on fait tennis ballon. Et donc je suis allée à l'entraînement parce que je fais confiance, voilà, je fais confiance à l'entraîneuse et je lui fais confiance beaucoup plus qu'à moi en fait, beaucoup plus qu'à mon ressenti. Et l'ironie de la chose, c'est que je me suis blessée sur la dernière balle du dernier match de tennis ballon. Je suis allée ouais, c'est ça. Je suis allée chercher un ballon sur le court et mon genou gauche a lâché. Et j'ai su immédiatement que c'était grave. Parce que j'ai entendu craquer, que j'avais jamais eu aussi mal de toute ma vie, et que j'ai tellement mal à ce moment-là qu'en fait le son est coupé, c'est-à-dire que je peux même pas crier. Et à ce moment-là, tout s'effondre pour moi parce que je comprends très vite que tout ce à quoi j'aspirais et qui était supposé advenir durant l'été n'adviendra pas. À savoir la Coupe du monde potentiellement avec l'équipe de France A,
la coupe du monde en Allemagne. Et si je ne faisais pas la coupe du monde en Allemagne, je partais faire les Jeux olympiques universitaires en Chine, à Shenzhen. Donc l'été aurait dû être absolument fabuleux et évidemment il a été totalement détérioré. Donc à ce moment-là, vraiment tout s'effondre pour moi. Ça a été un vrai coup de massue. Il a fallu aller aux examens le lendemain en béquille, avec le moral dans les chaussettes. Et la suite a Tu été, m'étonnes. la suite a été très douloureuse en fait. Douloureuse parce que j'avais du mal à accepter cette blessure et mentalement et physiquement ça a été très compliqué. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. Et puis, le processus de rééducation quand on s'est pété les croisés est quand même douloureux, difficile et long. Donc, voilà, à la fois l'opération, le post-opératoire, tous les soins, toute la souffrance que ça engendre, parce que c'est beaucoup de souffrance. À la fois le fait qu'on nous prélève un ligament, en l'occurrence moi c'était un DIDT, donc ils avaient prélevé derrière la cuisse pour me faire un nouveau ligament dans le genou. Donc faut imaginer qu'on se fait couper carrément un bout de tendon, donc c'est comme si on avait une déchirure, un claquage, voilà, donc c'est très douloureux. Du coup, il y a 2 douleurs, quoi, et 2 Voilà, c'est ça. récupérations à faire, cuisses et genoux. Et puis évidemment le genou est tout enflammé, quasiment immobile au départ. Notre cuisse se transforme en une flaque de chair parce que je sais pas ce qui se passe, mais tout de suite après l'opération, c'est comme si la cuisse ne répondait plus du tout musculairement. Et donc ça, c'est assez difficile parce qu'on est habitué à voir son corps tonique, son corps, à avoir un corps qui répond très vite. Et là, un corps qui réagit, et là, d'un coup, on te pose le Réagir. contexte et t'arrives plus à contracter ta cuisse, quoi. Donc ça a été une grosse claque. Et Ouais. C'est pas ouais, ça m'a fait peur. Et ce qui m'a fait peur surtout, c'était de plonger dans l'inconnu, en fait. C'était de pas savoir si j'allais récupérer, si j'allais bien récupérer, si j'allais être dans les délais. Et d'ailleurs, en fait, du coup, c'est devenu une obsession. C'est-à-dire vraiment, j'ai eu envie, besoin de travailler à marche forcée d'essayer de faire mentir tous les délais, quoi. Et ce qui a été ma plus grosse erreur, en fait. C'est pour ça que je te ouais, parle de cette première blessure, parce elle a conditionné toute la suite. Mais à ce moment-là, je m'en rends pas compte. À ce moment-là, mais bien sûr, et comme bon, mais comme beaucoup d'autres sportifs, c'est ça, pourquoi déjà ça nous arrive à nous. D'habitude, c'est que aux autres, et moi, je vais prouver que, de toute façon, je suis déjà très athlétique, je suis une sportive. Moi, les médecins, pourquoi je les croirais aujourd'hui? Je vais montrer que, comme d'hab, je suis excellente et que je vais tout faire ouais, c'était ça. pour aller encore plus vite. Alors, finalement, la blessure, c'est pour dire, OK, ralentis. Et en fait, on a tellement peur de cet inconnu, de qu'est-ce qui va se passer, que, notre pilote automatique, finalement, revient à la charge et on fonce, quoi. Et puis du coup, tu fonces tête baissée. Enfin, en tout cas, à l'époque, moi, j'ai pas pris le temps de comprendre pourquoi cette blessure était survenue. J'ai considéré ça comme une énorme injustice et pas comme quelque chose que mon corps Bien venait me sûr. dire. Et, euh, et donc, j'ai foncé, effectivement, j'étais en avance sur tous les délais, etc. Et j'ai repris, je pense que j'ai repris à 5 mois et demi l'entraînement. Ça dépend, mais en tout cas, on dit au moins 6 mois, 6, 7 mois, quoi. Et je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais à l'époque, c'était plutôt ça. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai repris, donc j'ai repris en avance, j'ai repris pas du tout comme il fallait, parce que j'aurais dû jouer progressivement 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là, 30 minutes par-ci, etc. Et en fait, le premier match que j'ai joué 90 minutes. Donc en fait, juste tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Et,
Et en fait, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un problème sur mon genou. C'est-à-dire que j'avais une Exactement. sensation d'instabilité permanente. J'avais l'impression de ne pas avoir confiance en mon genou opéré et je me sentais pas bien. J'avais beaucoup d'appréhension. Et, et en fait, personne ne m'a cru. C'est-à-dire que ça a perduré dans le temps, cette sensation, et personne ne m'a cru. Tout le monde m'a dit, mais non, c'est dans la tête, il faut que tu passes à autre chose. Donc, bah, tu fais confiance. Voilà, tu te dis que c'est dans la tête et tu passes à autre chose. Et en fait, bah, au bout de 3 ans de compensation, parce que je pense que j'ai dû compenser beaucoup, et ben, je me suis pété de l'autre côté. Donc, à l'entraînement, j'ai pris un tacle et quelque part, j'ai aussi posé mon pied au mauvais moment et au mauvais endroit parce qu'une demi-seconde avant de poser mon pied d'appui, je me dis, c'est mort. Je prends conscience que je vais me péter le genou et je me pète le genou. Et la douleur est la même, toujours aussi abominable. Cette fois-ci, j'arrive à hurler. Je crois qu'on m'a entendu à l'autre bout de la plaine de Gerland. Et ben pareil, je comprends tout de suite que mes croisés sont plus là. Et voilà. Et en fait, je vais me rendre compte dans cette seconde rééducation que, bah, effectivement, il y a un problème sur le premier genou. Parce que sur le deuxième, j'ai aucun souci. J'ai pas de problème d'instabilité. J'ai respecté les délais. J'ai été très bien accompagnée au plan kiné, au plan de la prépa physique. J'ai été super bien suivie et j'ai aucun souci. Et donc, c'est bien plus tard, au moment où je vais devoir mettre un terme à ma carrière à cause de ces blessures-là, justement, que le médecin va me dire, mais en fait, vous jouez sans croiser depuis longtemps. C'est-à-dire que ce que j'avais pressenti du côté de mon genou gauche s'avérait vrai. C'est-à-dire que je jouais avec un ligament non fonctionnel. Donc, je jouais parce que j'étais très musclée et que ça me permettait de tenir les impacts et de tenir musculairement. En fait, j'avais ce qu'il fallait pour pouvoir jouer, mais dans quelles conditions mentales, quoi. C'est surtout ça. Et voilà. Et donc, juste pour aller au bout, la fin de ma carrière, ça s'est fait parce que justement, j'ai repris un tacle du côté de mon second genou opéré. Et là, on m'a dit, mais en fait, vous avez une chondropathie stade 3 sur 4. Donc, en fait, c'était un niveau d'arthrose tel que la prochaine étape pour moi, c'était la prothèse. Et si tu veux, quand il me dit ça, moi, j'ai 27 ans. Je suis en passe de soutenir ma thèse. Donc, je suis en passe de pouvoir enfin consacrer tout mon temps, toute mon énergie, toute ma tête au foot, de ne faire plus que ça, de pouvoir potentiellement aller à l'étranger, vivre des aventures incroyables. Et là, le gars me dit, bah en fait, c'est soit vous arrêtez, soit on se revoit dans 5 ans et je vous pose une prothèse. Et croyez-moi qu'il y a très peu de chirurgiens qui posent des prothèses de genoux à des gamines de 30 ans, quoi. Donc ça a été la méga claque parce que je m'y attendais pas du tout, parce que encore une fois, je trouvais ça très injuste. Et je pense qu'on y reviendra après, mais il m'a fallu du temps pour comprendre que cette blessure, elle avait un sens dans ma vie et qu'elle venait me dire quelque chose de précieux, en fait. Mais ça m'a pris du temps. Bien sûr. Bien sûr, et bon, ça prend du temps comme pour beaucoup, mais parce que aussi on n'éduque pas ça à la blessure veut dire quelque chose. Ce que je retiens aussi, c'est que finalement, tu as toujours eu les ressentis, sauf que pareil, on n'apprend pas vraiment à s'écouter. On se dit aussi qu'on est entouré d'un staff professionnel sur qui on peut compter, mais finalement, il y a que notre corps qui sait mieux que quiconque. Et c'est un vrai travail de faire confiance à ses propres ressentis. C'est ça, c'est pas, on nous éduque pas à ça en tout cas. Ça reste très mental. Ouais, et puis moi, je venais d'un contexte familial très violent. Et donc, je pense que c'est très en lien avec ce qui s'est passé pour moi dans le haut niveau. C'est-à-dire cette capacité
à supporter la douleur jusqu'à jusqu'à la blessure en fait. Et donc ce passif-là d'enfants violentés, je vais pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui dans ce podcast parce que c'est pas le sujet, mais ce passif-là a fait de moi la joueuse que j'ai été aussi dans ma carrière. Bien sûr, c'est ce qui t'a permis justement d'être ultra déterminée, d'être solide, enfin d'avoir été au plus haut niveau au foot. Et en même temps, quand on écoute que cette partie-là fonceuse, bah voilà jusque où ça nous mène. Parce qu'il y a, comme tu le dis dans une de tes conférences, bah il y a aussi des opposés qu'on n'écoute pas toujours. Et bah eux, quand on n'est pas écouté, bah on se blesse. Et puis ils vont pas de mal. Là, franchement, se faire les deux croisés Ouais. en 3 ans. Bah, au final, aujourd'hui, je compte 4 opérations des genoux, 2 à gauche, 2 à droite. J'ai eu 2 croisés à gauche, 1 croisé à droite et une tentative de réparation de cartilage qui a été vaine parce que ça n'a rien changé pour moi. Et donc à ce moment-là de ma vie, ben même si c'est une décision que je prends à contre-cœur, je la prends en me disant il faut préserver ton capital santé. Parce que ta vie ne s'arrête pas à 27 ans et que je voulais continuer à être active, à avoir une vie malgré tout trépidante et malgré tout sportive quand même. Donc je prends cette décision-là en me disant tu as un plan A'. Voilà, t'as prévu justement un plan A' pour pouvoir écrire une suite peut-être aussi intéressante que la précédente en fait. Mais ouais. Et t'es une des rares personnes finalement qui s'est vraiment investie à côté du foot dans des études. Tu vois, t'as quand même passé une thèse. Ça demande beaucoup de travail aussi à côté. Euh, je sais que pour certains, c'est, enfin, il y a surtout dans le football, on en parlait dans le précédent podcast. Bah souvent à 17 ans, on demande d'arrêter les études pour se consacrer qu'au foot. Finalement, toi, tu as décidé de faire autrement et c'est ce qui, est-ce qu'on peut dire que ce qui t'a un peu aussi sauvé, permis de t'équilibrer? Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté Alors justement pendant la carrière, d'étudier à côté? ça m'a amené une espèce d'équilibre parce que en fait j'avais besoin de cette stimulation intellectuelle. J'avais besoin de cette ouverture d'esprit. J'avais besoin aussi de sortir du milieu du foot, de l'entre-soi qu'il y a aussi dans ce milieu, dans lequel j'avais l'impression parfois de tourner en rond, d'être incomprise aussi, parce que on va pas se mentir, mais quand t'es l'intello du groupe, c'est aussi un motif d'exclusion. Et donc Alors, c'est assez désagréable. Donc tu as aussi besoin d'avoir quelque chose d'autre à côté. Ça s'inscrivait aussi, ce double parcours d'excellence, ça s'inscrivait aussi dans la continuité de ce que j'ai vécu dans mon enfance. C'est-à-dire que je savais d'où je venais et je savais que je voulais pas y revenir. Et j'étais prête à tout pour ça. Donc c'était très important pour moi d'aller au bout de mon cursus universitaire. Et effectivement, j'ai bien fait. J'ai bien fait de lutter quelque part, parce qu'il a fallu quand même lutter, hein. C'est-à-dire qu'à la fois dans le milieu du foot, on me regardait avec des grands yeux, genre mais qu'est-ce que tu fais à passer autant de temps sur ta thèse à côté, enfin. Et en même temps, au laboratoire, on me regardait avec des grands yeux aussi, en me disant mais attends, je suis désolée, mais ici on a déjà du mal à faire qu'une thèse. Tu vas pas me dire que tu fais une thèse et que en plus t'es sportif de haut niveau à côté, quoi. Et on m'a d'ailleurs, on a tenté de me mettre des bâtons dans les roues, hein. Je veux dire, quand j'ai passé le concours pour avoir l'allocation doctorale, donc pour avoir le financement de mes 3 ans de thèse, il y en a quand même qu'on joué un peu le côté déloyal en disant mais non, mais de toute façon, elle pourra pas faire les deux, il faut qu'elle choisisse, voilà. Ce qui au concours évidemment n'a pas pesé dans la balance parce que j'avais fait ce qu'il fallait pendant l'oral pour les convaincre, mais ça en dit long quand même sur l'impossibilité et le côté hermétique de chaque branche. c'est ça.
Et si on faisait plus confiance aux joueurs, quoi, qui ils savent, c'est vraiment très marrant que tu parles de: «J'étais l'intello, j'étais, exclue». Moi, j'ai vécu, la même chose. C'est vrai que tu complètement incomprise. Toi, tu as envie de réfléchir, de penser à plein de choses, d'avoir même des projets à côté et en plus, tu sais que tu es capable de les faire parce que tu as besoin de cette stimulation, pour te donner plein de force dans d'autres choses. Enfin, je pense que ça serait important aussi aux entraîneurs, au staff et cetera de laisser la possibilité, en tout cas au moins d'écouter, avec une grande empathie et une vraie écoute des joueurs, quoi. Eux savent mieux que quiconque ce dont ils ont Ce qu'il besoin. faut comprendre, c'est que il y a une vraie volonté pour moi de ces gens-là de concourir à l'obscurantisme des joueurs et des joueuses. Parce qu'en fait, moins ces joueuses ne sont stimulées par ailleurs, invitées à la réflexion, invitées à penser leurs pratiques, à questionner leurs pratiques, etc., plus elles sont dociles, plus on en fait ce qu'on en veut. Et donc, je sais que moi, du coup, j'étais une joueuse difficile à cadrer parce que j'avais des questions, j'avais des besoins, j'avais envie que le mode de fonctionnement de l'équipe soit juste, soit réfléchi, soit constructif. Et en fait, c'est aussi à tout ça que je me suis que c'est aussi contre tout ça que j'ai buté et c'est pour ça que j'avais tant besoin d'avoir quelque part cet exutoire à côté parce que dans le foot vraiment je peux le dire aujourd'hui, j'y trouvais pas mon compte. J'y trouvais pas mon compte et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai finalement gardé très peu contact avec ce milieu-là. Je m'en suis détachée, aujourd'hui, je vais être un peu dure mais je le trouve presque inintéressant. Inintéressant dans l'inertie qui est la sienne, c'est-à-dire que c'est un milieu qui est incapable de regarder ce qui se passe autour dans la société et de et, et de ne serait-ce que se mettre au diapason, tu vois. C'est pas être visionnaire, faire toujours le pas d'avance. Non, c'est juste se mettre au diapason. Même ça, ils ne savent pas le faire, tu vois. Et donc aujourd'hui, bah effectivement, je m'en suis détournée et c'est pour le mieux et voilà. Et finalement, pour finir de répondre à ta question de tout à l'heure, oui, ce travail de thèse m'a permis d'écrire la suite. Parce que, en fait, c'est sur ce double parcours d'excellence que j'ai écrit mon métier de conférencière. En fait, là, aujourd'hui, ça s'est construit tout petit à petit, mais j'ai vraiment construit un métier totalement hybride. Tu vois, au début, j'étais conférencière, je faisais de la conférence scientifique vulgarisée. Donc, je repartais de mon travail de thèse, de mon expérience de terrain, et j'essayais de donner à comprendre au plus grand nombre. J'ai fait ça pendant, je sais pas, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Et ça m'a plu. Enfin, ça m'a plu. Au début, ça m'a vraiment plu. Je trouvais ça chouette. J'avais l'impression d'être à ma place, d'apporter ma pierre à l'édifice d'une société un peu plus juste, etc. Et puis, il y a eu un moment où bah, je me suis lassée. C'est-à-dire que j'avais des conférences qui avaient tourné des centaines de fois et juste, bah, j'en pouvais plus, quoi. J'avais besoin de voir autre chose, de me challenger, d'aller sur d'autres défis et j'ai eu la grande chance de faire une rencontre un peu inattendue parce que j'ai rencontré le slam, c'était courant de l'année 2021 par le plus grand des hasards et en fait je sens tout de suite avec mes premières scènes slam que c'est comme ça que la suite va s'écrire. Et et voilà et en fait c'était vraiment en Génial. plus j'avais le sentiment de retrouver un peu euh, le goût de ma vie de sportive de haut niveau parce que quand tu fais du slam, notamment en compétition, tu montes sur scène et tu as 3 minutes pour convaincre le public de voter pour toi. Donc il y a un vrai truc de performance. Et t'as pas le temps t'as pas le temps de trébucher sur les mots, tu dois maîtriser ton sujet parfaitement, tu dois être dans le timing, tu as 3 minutes et 9 secondes à respecter. Donc ça veut dire qu'il faut que tu respectes les silences, les respirations, le nombre de mots, le débit. C'est hyper précis. Et pour moi, c'est vraiment de la performance. Donc là, je me suis découvert à la fois un nouveau talent, parce que je découvrais que j'étais en capacité de manier les mots de façon tout à fait incroyable.
Et puis surtout, je trouvais un autre moyen de toucher plus encore le public, tu vois. Et donc, je me suis dit, j'ai pris le pari, hein, je me suis dit, OK, les conférences scientifiques vulgarisées, c'est terminé, je n'en fais plus. Et je ne fais plus que du slam. Je fais plus que de la performance slamée. Et aujourd'hui, tu peux regarder, alors des conférenciers et des conférencières sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, il y en a plein, mais il y a personne qui fait du slam en guise de conférence, tu vois. Donc c'est vraiment, j'ai le sentiment d'avoir, tu vois, que toute cette vie là, tout ce début de vie, ces 2 parcours d'excellence, toutes les choses que j'ai apprises pendant ces années-là, ça m'a permis de bâtir une vie, je vais pas dire comme je rêvais, parce que je pouvais même pas rêver d'une vie comme ça, mais en tout cas de bâtir une vie dans laquelle j'ai tout choisi et dans laquelle je me sens vraiment confortable. Tu vois, moi, le matin, aujourd'hui, je me lève, je sais que j'ai une matinée d'efficience, parce que je sais que je suis efficiente le matin. Le matin, c'est écriture. L'après-midi, c'est du sport, c'est du temps pour moi, c'est éventuellement de la lecture. Quand il y a besoin, je fais un peu de mail et d'administratif, mais en gros, je bosse le matin et l'après-midi, c'est le sport, quoi. Donc, je sais pas qui a une vie comme ça, mais en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Et puis évidemment, il y a de la scène et je m'éclate dans ce que je fais. J'ai plein de projets en ce moment, mais oui, bien sûr que ce doctorat m'a permis aussi de faire tout ça. Ouais, bien sûr. En tout cas, on sent vraiment un peu ce côté très atypique, déjà d'être toute petite, d'être une fille qui veut jouer au Ouais, c'est foot. ça. Parce qu'à l'époque, dans les années 90, C'est clair. on n'était pas très nombreuses. Après d'oser faire tes études à côté pour te sortir un peu de cette identité que footballeuse. Et là maintenant d'avoir ces métiers finalement différents où tu te crées ta propre vie. Enfin, c'est vraiment génial. Et j'ai envie de revenir sur ta blessure. Si c'était un objet ou un animal, toi tu Alors, on va l'aurais pas défini mentir à comment? l'audience, hein, j'ai réfléchi à cette question. Parce que j'avoue que quand tu m'as envoyé la liste de questions, je me suis demandé ce que j'allais répondre. Et en fait, j'ai trouvé une réponse qui maintenant me paraît tout à fait évidente. Je pense que si ma blessure était un animal, elle serait un chat. Parce que le chat, je sais pas si beaucoup de gens savent ça, mais le chat, il a comme une espèce de petit carnet rouge dans lequel il note si tu le traites pas bien. Et ce qu'il note dans son carnet, ça a un caractère assez définitif. C'est-à-dire que si un jour tu lui as fait du mal, bah, ce chat-là, il reviendra pas vers toi, quoi. Et c'est fini, tu pourras plus en tirer quoi que ce soit. Et je trouve que la blessure, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si t'en prends pas grand soin de cette blessure, bah en fait, elle te revient dans la gueule, quoi. Et elle te revient dans la gueule, comme elle m'est revenue dans la gueule pendant ma carrière, en fait, tu vois, jusqu'à l'irréversible, jusqu'à te dire, en fait, tu comprends pas, et ben c'est fini, en fait. C'est fini. Si tu veux pas comprendre, et ben ça s'arrête là, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus en capacité d'avoir ce discours, hein. Je t'avais raconté quand on s'était eu au téléphone au tout début, quand je dois arrêter ma carrière, je vois les listes de l'équipe de France sortir, mais je suis en larmes. Je suis en larmes, je suis effondrée, je ne comprends pas, Ouais. je m'appesantis, je passe mon temps à dire que c'est injuste, que ma carrière est inachevée, etc. J'arrive pas à comprendre le sens de la blessure, en fait. Et il m'a fallu un peu de temps, je sais pas, je dirais peut-être quelques mois, voilà, le temps de monter sur scène, en fait, le temps de voir que j'étais promise à autre chose, en fait. Le temps de voir que finalement, ce que je croyais être les plus belles années de ma vie, c'était pas vrai, en fait. C'est-à-dire que la suite était tout aussi enthousiasmante, si ce n'est plus, en fait. Bien sûr, c'est incroyable d'avoir vécu des coupes du monde, des Jeux olympiques universitaires, d'avoir été championne olympique universitaire. C'est une expérience incroyable. Je veux dire, j'en garde un souvenir fou. Mais en fait, aujourd'hui, quand je vois la liberté que j'ai dans mon travail,
le bien-être aussi que je peux ressentir. J'ai plus de pression. Je veux dire par là que qu'il m'a fallu un peu de temps, mais qu'aujourd'hui, je sais que cette blessure, elle était nécessaire pour me faire comprendre qu'en fait, je n'avais plus rien à faire dans ce milieu. J'avais tiré de ce milieu tout ce dont j'avais besoin. Vraiment, le foot, ça m'a sauvé la vie. Je le dis dans mes livres, j'en parle régulièrement. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Et pour ça, je lui en suis reconnaissante. Pas juste au foot. Quand je dis le foot, c'est les gens qui m'ont tendu la main. C'est tout le monde du foot. Mais en même temps, ce foot, à un moment donné, il m'a ramené aux violences que je fuyais petite. Et il a fallu que je m'en extrais et j'ai pas su le faire toute seule. J'ai pas su dire stop, moi. Donc c'est mon corps qui m'a stoppée et quelque part tant mieux parce qu'aujourd'hui la suite est encore plus belle. Donc forcément, c'est facile maintenant de dire c'est génial, cette blessure m'a tant apporté, je souhaite à tout le monde une blessure, c'est pas ça. Mais c'est juste que aujourd'hui, je suis en capacité de me dire OK, la blessure, elle vient dire quelque chose. Voilà. Donc soit tu prends le temps d'analyser et de comprendre, soit tu t'entêtes et puis il en faudra une plus grande encore pour que tu comprennes en fait. Toi, à l'époque, de quoi tu aurais eu besoin pour donner plus de sens justement à cette blessure? Toi qui sentais vraiment l'injustice, l'incompréhension Déjà, je face à pense qu'à ça. l'époque, moi, j'ai manqué de préparation mentale en fait. Je pense que si j'avais eu quelqu'un pour m'accompagner au plan psychologique, ça m'aurait aidé en fait à faire un petit pas de côté et à réaliser que on n'est pas un mois près quand on s'est pété les croisés et que ce mois-là en fait ça va déterminer toute la suite de ta carrière. Si quelqu'un m'avait dit ça, il m'avait dit écoute, pose-toi 30 secondes là, réfléchis. OK, c'est 6 mois. OK, c'est peut-être 7 mois. Mais si tu fais pas bien ça pendant 6 mois, en fait, regarde ce qui va se passer à la fin de ta carrière. Peut-être si on m'avait, je sais pas, mis les cartes sur la table en me disant, hey, prends le temps, regarde, tu t'es pas écouté, ton corps il t'a dit stop, et là encore tu veux pas t'écouter. Enfin, je pense que ça m'aurait aidé en fait d'avoir de la préparation mentale. Je pense que ça m'aurait vraiment filé un bon coup de main. Mais surtout, pas juste sur la blessure, sur la pratique de manière générale. Mais bon, tu vois bien, à l'époque, déjà, si on avait un préparateur physique et un kiné, c'était pas mal. De là à avoir un préparateur ou une préparatrice mentale, c'était... Ouais, bien sûr. Si aujourd'hui ta blessure c'était ton super pouvoir, ce serait Si la lequel? blessure était un super pouvoir aujourd'hui pour moi, tu me prends de court là. Je sais pas, je pense qu'elle serait comme un antidote. Je pense que ce serait comme un antidote à quelque chose de plus profond. Tu vois, quelque chose qui vient de dire peut-être un mal qui te ronge ou quelque chose que t'as pas voulu voir jusqu'alors. Je vois ça plutôt comme ça. Tu vois, depuis, je me suis jamais blessée, par exemple. Je continue à pratiquer, je pratique quasiment à haut niveau, parce que je fais du vélo, je fais de la course à pied, je fais du trail. Et depuis, je me suis jamais blessée, en fait. Donc, je me dis, en fait, cette blessure, elle venait aussi dire quelque part que j'étais pas alignée avec ma vie, quoi. Et donc, finalement, je me dis, Exactement. c'est ça, le super pouvoir de la blessure, c'est aussi quelque part, comme un antidote, quoi. OK. Et t'en parles ou pas, hein, mais t'avais identifié justement les points sur lesquels t'étais pas alignée. Enfin, l'antidote, il est venu soigner quoi? La blessure, elle est venue me dire que j'allais pas si bien. Elle est venue me dire que, oui, le sport m'avait sauvé la vie, mais que j'étais pas soignée pour autant. Et que la manière que j'avais de pratiquer le sport, me permettait de survivre, mais ne me soignait pas du tout. Bien au contraire, me mettait en danger, tu vois. Alors je te dis ça maintenant, mais ma carrière, je l'ai arrêtée en 2016. En 2019, mon livre est sorti, j'ai pris une grosse claque dans la gueule parce que j'ai fait comme une sortie d'amnésie avec un gros stress post-traumatique. Ça a été vraiment très dur. Et c'est vraiment
en 2019 que là, il faut que je trouve des solutions au plan psy pour me soigner. Parce que là, clairement, sinon, enfin, je pense que je serais plus là aujourd'hui, tu vois, si j'avais pas mis en place toutes ces solutions, si j'avais pas trouvé ces solutions, clairement, je serais plus là aujourd'hui. Mais donc, du coup, tout ça pour te dire que ça m'a pris un petit peu de temps pour comprendre que j'allais pas si bien. Et c'est marrant, c'est que j'ai revu une interview de moi dont j'étais très fière. Je me souviens, j'étais super fière de cette interview. Je venais de rentrer des Jeux Olympiques universitaires. On venait d'être championne olympique universitaire. Donc, on était là, tout en haut, sur le toit du monde, toute fière qu'on était. Médaille d'or, voilà, c'était vraiment Mais bien incroyable. sûr. Et je changeais de club, j'allais à Guingamp. Et j'ai fait cette interview de moi où je me trouvais, je sais pas, je me trouvais bien, je me trouvais en forme, je me trouvais pimpante, enfin voilà. Et cette interview, je l'ai revue il y a pas longtemps. Et en la revoyant, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, qui m'avait jusqu'alors jamais sauté aux yeux. C'est que je me suis dit, mais putain, est-ce que je suis la seule à voir que je vais très mal? Malgré le sourire de façade, malgré les belles réponses, toutes bien imbriquées les unes, les autres très cohérentes. En fait, ça se voit que je vais mal, tu vois. Et, euh, et avant ça, j'étais incapable de le remarquer, en fait. Parce que je croyais je croyais que j'allais bien, mais en fait, je pouvais pas voir que j'allais mal puisque justement, j'essayais juste de survivre, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et puis, dans ton entourage, c'est pareil, quoi. Le déni, il est aussi bon Mm. pour tout le monde, hein, il nous protège tous. Et puis, est-ce que on a envie d'aller, enfin, surtout quand on est entraîneur ou dans le staff technique, physique, et ils ont pas non plus ces compétences-là, peut-être qu'ils l'ont Mm. remarqué, mais Bah, alors, et on en fait quoi de ça? je pense qu'ils ont en tout cas, ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la survie chez moi parce que tous les entraîneurs voyaient que le terrain pour moi, c'était pas juste du foot, quoi. Je venais pas là pour jouer juste au foot, je venais là pour sauver ma peau, quoi. Et ça a été difficile pour moi en tant que joueuse parce que j'étais souvent très incomprise des autres joueuses qui comprenaient pas en fait que pour moi c'était bien plus que du foot en fait. Et je comprends après coup, tu vois, je comprends une meuf aussi déterre comme ça, c'est effrayant, tu vois. Mais en fait, je pense qu'elles imaginaient pas, enfin, elles étaient à milieu d'imaginer ce qui se passait chez moi, donc tu vois, c'est logique en un sens. Mais donc je pense que en tout cas, les entraîneurs qui n'ont pas vu que j'allais mal, faut qu'ils soient formés, hein. Parce que quand même, quand même, après coup, je me dis: «Oh waouh, qu'est-ce que j'aurais fait d'une joueuse comme moi?» tu vois? Je me pose souvent la question: «Qu'est-ce que j'aurais fait d'une joueuse comme qu'est-ce que je lui aurais dit? Qu'est-ce que j'aurais fait pour elle?» Enfin, je sais pas, je me pose la question des fois. Et justement, c'est un vrai projet que j'ai, justement avec, Jeanne de Montigny, celle qui m'a formée, au coaching, il y a 2 ans. Et maintenant, on a mis en place des jours de formation, 9 jours pour justement, aider, en tout cas les accompagnants. Donc ça peut être des entraîneurs, d'autres préparateurs mentaux, même des managers, là-dessus sur, déjà se connaître soi parce que ça c'est un vrai sujet pour vraiment, comprendre l'autre, sans jugement et voilà, avoir déjà les premières clés pour, entamer un discours. Parce que parfois Mmh, juste de lâcher le morceau, ça suffit, quoi. complètement. Et dans le foot, c'est un sport collectif et finalement, on se connaît pas vraiment, quoi. On se connaît en tant que footballeuse, coéquipière, mais il y a pas cette connaissance de l'autre profonde, sans aller dans les détails intimes, On se mais connaît pas et on puis se connaît déjà, on se pas connaît trop, je pas trouve. soi-même, en fait. Donc je me dis à partir de là, si tu te connais pas toi-même, comment tu veux connaître les autres, en fait? Donc oui, c'était un vrai sujet. Exactement. Ouais. Mmh. Pour, tes projets futurs, en quoi cette blessure, elle t'a changé ta façon d'aborder, ces nouveaux projets, là, professionnels, même sportifs? Professionnel, ça disons que je suis globalement, maintenant assez à l'écoute de moi. Je dirais pas que c'est que la blessure qui a fait ça, je pense que c'est surtout la psychothérapie où voilà, ça fait 4 ans que je suis suivie, par une pointure donc là, j'ai eu le temps de vraiment apprendre sur moi, de vraiment bosser sur moi. Par contre, dans ma pratique sportive, là, je suis quand même beaucoup plus à l'écoute et je suis beaucoup moins à l'excès. Ça veut pas dire que tout est guéri,
parce que j'ai le sentiment d'avoir gardé du haut niveau quand même, ce côté bigorexique là, d'avoir un rapport pas toujours sain à la pratique, tu vois? Un rapport qui est toujours, un rapport compensatoire, tu vois? Sport-nourriture, c'est-à-dire, j'ai mangé ça, donc il faut que je fasse ça ou j'ai fait ça, donc je peux manger ça et donc je considère que ça, c'est toujours pas réglé. Enfin, je veux dire, quand on est encore à penser comme ça, c'est qu'il y a des choses encore à traiter, tu vois? Mais en tout cas, j'en ai conscience, je sais, prendre ce petit pas de côté pour me dire: «Ouh là, ça c'est un comportement, c'est pas ouf» et voilà et Et c'est le plus je le important. travaille en psychothérapie donc je pense quand même avoir, appris de tout ça et puis j'essaye aussi d'être beaucoup plus indulgente avec moi-même parce que en fait, je manquais d'indulgence avec moi-même. Je m je m'autorisais rien. Je ne laissais rien passer. C'est-à-dire, une passe ratée à l'entraînement, c'était le truc qui revenait dans ma tête avant de dormir, tu vois? Alors que je veux dire, tout le monde rate une passe, c'est pas la fin du monde. Mais moi, c'était voilà, ça trottait dans ma tête, longtemps. Le soi parfait fait les choses C'est de ça. manière excellente tout le temps. Et ça, tu vois, je suis obligée de l'apprendre, par exemple, dans mes spectacles, bah, il y a des soirs où je suis pas parfaite, quoi. Et d'ailleurs, je suis même souvent pas parfaite, tu vois? Et c'est rare, ben, les gens me disent ça, en fait. C'est bien de pas être parfaite, tu vois? Mais en même temps, c'est quand même, une espèce de grâce qui te tombe dessus quand tu as eu le sentiment que dans la soirée, tu as été, excellente, tu vois? C'est-à-dire que tu as pas trébuché sur aucun mot, tu as eu le bon mot entre les slams, tu as fait rire les gens, tu es allée les chercher, enfin, tu sais, tu as cette espèce de flow, en fait, que tu dans le sport. Bah, des fois, dans le slam, j'ai un peu le flow, tu vois? Je sens que je suis bien où je dois être et que j'ai pas d'effort presque à fournir pour être là, quoi, tu vois? Ça, c'est agréable aussi. Et en même ces petites accroches, ces petites imperfections, ça nous Ouais, c'est rappelle, ça. aussi que tu es une humaine et que, comme tout le monde, eh bien, on n'est pas à 100. Et ça fait du bien aussi de voir qu'une championne, bah, aussi est très humaine et que, bah, oui, elle C'est fait aussi ça. des erreurs. Ça Bah, tu sais, c'est ce qu'une dame, a dit il y a pas longtemps, je crois que je sais plus, c'était peut-être il y a 1 an ou quoi, j'avais pas pu venir à l'intervention parce que j'étais malade et ça m'était genre jamais arrivé d'être malade pour une intervention et moi, il y a personne pour me remplacer, tu vois? C'est pas je vous envoie, tant pis, je vous envoie un tel, tu vois? Et en fait, la dame m'a répondu un truc très marrant, elle m'a dit: «Ah ça me rassure parce que ça nous montre que vous êtes humaine» et ça m'a beaucoup fait rire, puis ça m'a montré que j'avais encore du boulot, quoi. bon, mais oui et comme tout humain et encore une fois, être parfaite, Mmh. comparé à Ouais. qui, à quoi, c'est voilà, c'est un j'ai, et si tu avais un petit mot à dire à ta jeune Mélissa, de l'époque, qu'est-ce que, aujourd'hui tu lui dirais? Je lui dirais, merci. Je lui dirais merci parce que putain, c'est grâce à elle qu'on s'en est sortis et franchement la tâche était particulièrement ardue donc je lui dirais merci puis je lui dirais d'être douce avec elle-même parce qu'elle fait des choses incroyables. Enfin, tu vois, avec le recul, je me dis: «Bon, tu as fait un doctorat, en parallèle d'une carrière à haut niveau, bah, quand je vois tout ce que j'ai accompli depuis, tu vois? Je veux dire, je me dis: «Waouh!» mais je prends pas assez le temps tu vois, de savourer. Parce qu'à chaque fois que j'ai un truc, tu sais, je me dis: «Allez, case cochée, ligne suivante, alinéa, paragraphe», enfin, tu vois? C'est genre, waouh, prends le temps, quoi. Donc mais ouais, je pense que la première chose que je lui dirais, c'est merci, ouais. Et ouais, tu vois, la blessure, je trouve aussi, le côté positif pour, justement prendre le temps de nos accomplissements. OK, qu'est-ce qu'on Mmh. a fait, d'incroyable, ces 6 derniers mois, cette dernière Ouais. année? Et ça, en fait, on le prend jamais et comme tu le dis, on a fait des choses incroyables et ça redonne, de la confiance,
de la vitalité et ça, de voir écrit toutes nos réussites, tous nos succès, ça redonne Un petit coup de boost, quoi. Ouais, c'est ça. exactement. Ok, on arrive sur la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux auditeurs, qu'ils soient sportifs ou pas, mais en tout cas qui traversent aussi une épreuve de blessure? Alors, j'ai envie de leur dire, prenez le temps de vous soigner, parce que votre corps vous dit quelque chose, et puis essayez surtout de comprendre pourquoi survient cette blessure, parce que ça vient toujours dire quelque chose. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter la pratique, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça veut juste dire que soit vous faites pas les choses correctement pour pouvoir performer au niveau où vous voulez performer, soit effectivement vous êtes peut-être promis à autre chose, et auquel cas, écoutez, il y a plein d'autres choses très bien, hein. Il y a pas que le sport de haut niveau. Bon, après, il y a peut-être des gens qui sont pas à haut niveau, et auquel cas, pareil, je leur dirais de prendre soin d'eux et de prendre le temps, surtout de pas brûler les étapes, parce que on s'en mord les doigts après, en fait. On se dit juste que on n'imagine pas que les petits jours grappillés ou les petites semaines grappillées, en fait, elles sont significatives à l'échelle d'une vie, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour ton échange. C'était un pur plaisir de pouvoir interviewer une footballeuse, euh, une slameuse. Ce côté artistique, pardon, ça fait aussi partie de nous. Donc, Merci à merci toi, merci de vraiment m'avoir pour invitée. ce Et temps. puis, j'avais vu une de tes questions à la fin où c'était qui est-ce que tu peux me conseiller. Donc, j'ai réfléchi à celle-là, donc je vais te le partager. Moi, j'aime beaucoup Anaïs Kemener, qui a été blessée d'une façon un peu particulière, parce qu'elle a eu à traverser un cancer du sein. En tout cas, ça a demandé un arrêt net de sa pratique. Et comme c'est une femme incroyable avec un capital sympathie énorme, je te la conseille vivement, en sachant que elle doit bientôt accoucher, donc peut-être qu'elle aura pas beaucoup de temps dans les mois à venir, mais en tout cas, si tu peux la voir au micro, je pense que ça vaut le détour. Ok, Merci super. Flavie. Merci beaucoup. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Fêlez, votre blessure vaut de l'or. J'espère que notre échange vous a inspiré à voir vos propres épreuves sous un nouveau jour. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Pour ne rien manquer de sa sortie, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de me suivre sur les réseaux sociaux sensation.coaching. Cet épisode vous a touché ? Pensez alors à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à laisser une note positive. Ça m'aide énormément à faire grandir cette belle communauté de fêlés. Si vous avez envie d'entendre l'histoire de votre sportif préféré qui a su rebondir après sa blessure, écrivez-moi directement. J'adorerais connaître vos suggestions. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre propre parcours et bénéficier de mon accompagnement en coaching, en individuel ou en collectif, rendez-vous sur sensation-coaching.com. À très bientôt pour de nouveaux témoignages inspirants et d'ici là, prenez soin de vous.